merci de m'avoir invité dans cette magnifique salle et dans ce lieu que tu animes depuis longtemps déjà. Et je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Alors le titre, il a fallu que je propose 8 titres à Patrick pour qu'il en accepte un. On s'est mis d'accord finalement sur ce titre-là, un peu énigmatique, mais il ne vous a pas effrayé puisque vous êtes là. Entendre dans nos corps l'histoire de l'univers, l'évolution de la vie. Ce que je vais vous proposer ce soir, c'est une rencontre entre deux penseurs exceptionnels que pour ma part je place dans le top 10 de mes penseurs préférés, qui m'ont le plus marqué. Alors Nietzsche, bien sûr, Patrick l'a dit, je suis le seul interprète français qui a consacré 7 ouvrages à Nietzsche. Même Michel Onfray l'a fait aussi bien. Et puis un physicien extraordinaire qui est en même temps un philosophe, parce que ces grands physiciens sont des philosophes, qui est David Bohm, dont vous connaissez peut-être le nom ou un peu moins bien. Donc je vous propose cette rencontre entre David Bohm et Friedrich Nietzsche. Voilà ces deux hommes. Donc David Bohm a vécu au XXe siècle, il nous a quittés il y a 30 années exactement. Et je reviendrai dans quelques instants sur sa biographie, très rapidement. Et Nietzsche, bon, inutile de le présenter, j'espère en tout cas, immense philosophe, avec une attention que je tiens à mettre en évidence. Ne vous trompez pas sur la date de décès de Nietzsche. Il est mort en 1900, mais il est mort en fait en 1889, puisqu'il a perdu la raison en 1889. Il a quitté ce monde, en fait, intellectuellement, et il a vécu dans une vie végétative pendant une douzaine d'années, qui a eu beaucoup de conséquences, mais je n'ai pas le temps de vous raconter ça, on pourra en discuter, si ça vous intéresse. Donc nous allons montrer avec ces deux penseurs comment le corps, qui était depuis des siècles et des millénaires même, une poussière ridicule dans l'infinité de l'espace, comment ce corps se métamorphose quand on remplace le prisme de l'espace par le prisme du temps. Non pas du temps linéaire, non pas de la flèche du temps, de la physique classique, mais du temps éternel de Nietzsche. Mon premier ouvrage sur Nietzsche s'appelait L'individu éternel. Ou bien du temps implié de la physique quantique. Alors vous me permettrez de laisser pour l'instant un peu dans l'ombre ce terme d'impliation qui est au centre des écrits de David Bohm, je l'expliciterai un peu plus tard. Et deuxième avertissement, je vais inverser la chronologie, c'est-à-dire qu'en fait nous allons partir de la physique quantique de David Bohm, nous allons partir du XXe siècle et nous allons remonter jusqu'à Nietzsche et jusqu'au XIXe siècle. Deux phrases vont nous servir de fil d'Ariane, Nietzsche aimait bien ce mythe d'Ariane. Deux phrases vont nous servir de fil d'Ariane, de chacun de nos deux penseurs. La première est de David Bohm, on la trouve dans La plénitude de l'univers, qui est un livre que je vais citer à plusieurs reprises, un très grand livre. Le corps n'enveloppe pas seulement l'esprit, mais en un certain sens, l'univers matériel entier. Et puis une phrase de Nietzsche, dans son plus beau livre peut-être, le plus poétique en tout cas, Ainsi parlait Zarathustra, moi-même j'appartiens aux causes du retour éternel. Alors ces phrases restent un peu énigmatiques, je suppose, pour l'instant, nous allons les éclairer, mais en tout cas gardez-les dans un coin de vos cerveaux, elles nous serviront tout au long de cet exposé. Nous allons donc commencer par David Bohm et par l'ordre implié, la plénitude de l'univers. Le titre anglais c'est Wholeness and the Implicate Order. La totalité et l'ordre implié ou impliqué, c'est très difficile à traduire, implicate en fait, parce qu'il y a beaucoup de sens qui s'additionnent chez David Bohm. La science du XXe siècle a confirmé la validité des intuitions de Nietzsche. Je pourrais vous montrer de mille façons, je l'ai développé dans un certain nombre d'articles. Mais parmi les exemples, j'ai retenu celui de David Bohm. C'est l'un de nos plus grands physiciens, physicien philosophe, comme l'était avant lui Erwin Schrödinger. Pour moi,
Au XXe siècle, les plus grands philosophes sont peut-être les savants, les physiciens ou les biologistes, parce que les philosophes, malheureusement, et je le déplore et je le dénonce, ont renoncé à s'intéresser à la science. Nous avons un ennemi de l'humanité qui porte une lourde part de responsabilité en France, qui s'appelle Jean-Paul Sartre, mais je m'arrête là parce que je vais m'énerver. David Bohm était professeur de physique théorique au Birkbeck College de Londres. C'est pas n'importe quoi, le Birkbeck College, c'est là où Newton a donné lui-même ses cours, donc vous vous doutez bien qu'on ne nomme pas professeur de physique au Birkbeck College le premier venu. C'est donc un très grand physicien, mais en même temps il nous a laissé une œuvre que j'appellerais philosophique tout à fait extraordinaire. Jusqu'au XXe siècle, la physique, qu'on appelle classique parfois, a été fondamentalement analytique. Elle se donnait pour tâche de décrypter les parties distinctes dont l'univers est constitué, puis ensuite, une fois qu'elle avait détecté ces éléments, de mesurer les relations causales que ces éléments distincts entretenaient les uns avec les autres. Ce modèle, au fond, il est issu de l'atomisme antique. Ces remarquables philosophes grecs qu'on appelle les atomistes, Leucippe, Démocrite, ensuite Épicure, ensuite Lucrèce à Rome. Ces philosophes atomistes, au fond, créent un modèle qui sera repris par toute la science classique, ce modèle analytique. On considère, nous dit David Bohm, dans cette vision, chaque partie de l'univers comme étant indépendante, essentiellement indépendante, et existant par elle-même ou auto-existante. Voilà quel est ce modèle explicatif, ce paradigme, pour employer un grand mot, que vous connaissez sans doute. Donc j'analyse le réel, je distingue les éléments, et ensuite je m'intéresse aux relations causales, en particulier aux relations que les forces créent entre ces différents éléments. Et donc il y a un symbole, nous dit David Bohm, de cette science, qui nous aide à comprendre comment elle fonctionne, un symbole très éclairant, qui est la lentille. La lentille optique, elle est commune aux lunettes des astronomes, qui éclairent à l'infiniment grand, et au microscope des biologistes, qui explorent l'infiniment petit. Cette approche, en fait, en termes d'analyse, elle s'étend au-delà du visible. Elle s'étend aux éléments qui sont invisibles, ou trop rapides, ou trop petits, pour être perçus directement par nos appareils. Or, la lentille, nous dit David Bohm, ne peut plus symboliser le travail de la science contemporaine. Ça n'est plus le symbole de la science et de la façon dont nous savons travailler au XXe siècle. On dit souvent, vous l'avez entendu dire 1000 fois, qu'il y a un abîme, sinon un abîme du moins une grande distance, qui sépare la relativité d'Einstein et la physique quantique. On sait que nos physiciens s'acharnent à réunir ces deux physiques. Ils n'y parviennent guère. Il y a quelques tentatives aujourd'hui qui sont intéressantes, la théorie des cordes et quelques autres. Mais on insiste souvent sur la distance qui sépare Einstein et les physiciens quantiques. Et du même coup, on oublie ce qui réunit ces deux physiques, qui est très important, peut-être plus important que ce qui les sépare. Et c'est ce que David Bohm a le mérite de mettre en évidence en nous disant que la relativité et la théorie des quantoises se rencontrent dans le fait que toutes deux impliquent la nécessité de regarder le monde comme un tout individu. C'est-à-dire qu'on a aussi bien chez Einstein, en fait, si on y réfléchit bien, que dans la physique quantique, cette idée que le monde est un tout, au fond inanalysable d'une certaine manière. On peut l'analyser, il faut l'analyser, parce qu'on ne peut pas faire autrement, bien entendu, étant donné le cerveau dont la nature nous a dotés, mais en même temps, on sait que ce monde est un tout dans lequel les éléments sont tous interconnectés, et on ne peut plus raisonner en termes d'analyse ou en termes atomes. Et ce tout individu, eh bien, dans ce tout individu, c'est la suite de la formule de David Bohm, toutes les parties de l'univers, y compris l'observateur, très important évidemment cet incident, elle est même capitale, y compris l'observateur et ses instruments, se fondent et s'unissent en une seule totalité. Et là, en effet, on oublie trop souvent la proximité, finalement, de la relativité einsteinienne et de la physique quantique. Vous savez bien, si vous connaissez, ne serait-ce que très vaguement, la théorie de la relativité, que chez Einstein,
L'observé dépend de l'observateur. Le monde observé change totalement selon la position et la vitesse de l'observateur. Eh bien, on a la même chose, évidemment. Donc, cette inséparabilité de l'observateur et de l'observé, qu'on attribue généralement à la physique quantique, et à elle seule, elle est tout à fait présente dans la théorie de la relativité d'Einstein. Et donc, ce symbole qui était la lunette, qui était la lentille, ne convient plus du tout à la science contemporaine. Il nous faut une nouvelle image, il nous faut un nouveau symbole, il nous faut un nouveau modèle. Et ce modèle, il existe. Il existe un objet, nous dit David Bohm, mais c'est sa découverte entre guillemets, il existe un instrument, un objet, qui est à la physique d'aujourd'hui ce que la lentille a été à la physique classique. Cet instrument, c'est l'holographe. L'holographe, littéralement, hein, ce qui écrit ou ce qui inscrit la totalité. Hein, ça vient du grec, holon, le tout, graphein, d'écrire. L'holographe, c'est cet appareil qui permet de produire des hologrammes. Alors on croit tous savoir aujourd'hui ce qu'est un hologramme, parce qu'aujourd'hui on a mis l'accent sur une dimension particulière de l'hologramme. On a tous entendu parler des hologrammes, c'est-à-dire de ces images à 3 dimensions. Souvenez-vous de la campagne présidentielle d'il y a 5 ans, comme ça je ne me mouille pas. Souvenez-vous de Mélenchon. Mélenchon intervient en même temps, le même jour, à la même heure, dans 10 ou 15 villes de France, par des hologrammes qui le représentent. Il s'adresse au public, il n'est pas là, c'est une image virtuelle. Donc aujourd'hui, on retient ça de l'hologramme. Pour nous, l'hologramme, c'est cette image un peu mystérieuse, à 3 dimensions, que l'on peut prendre pour la réalité, que l'on peut confondre pour la réalité. Mais ce n'est pas ça qui intéresse David Bohm. Ce qui intéresse David Bohm, c'est une autre propriété de l'hologramme. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un hologramme? Produit par un hologramme, vous avez ce petit schéma ici au tableau, sur l'écran. Nous avons un rayon lumineux, un rayon laser, dont une partie va traverser un miroir argenté, un miroir qui reflète l'objet qui est ici. Donc, un premier rayon qui va traverser le miroir semi-argenté et donc laisser une trace sur la plaque photographique. Mais ce rayon laser va en même temps, une partie de ce rayon laser va être reflétée par le miroir semi-argenté, va éclairer l'objet, et l'objet va donc produire un autre rayon qui va à son tour s'inscrire sur la plaque photographique. Si bien, si vous avez fait un peu de physique, vous devinez qu'on a une interférence entre ces rayons lumineux et ces rayons lumineux, et cette interférence, elle a cette propriété assez spectaculaire qu'elle va produire sur la plaque photographique une image qui a cette propriété que si on éclaire la plaque photographique avec un rayon laser, la plaque photographique telle qu'elle a été imprimée par les rayons, on va découvrir sur chaque point de la plaque photographique la totalité de l'image. D'accord? Le tout est contenu dans chaque partie. Chaque point de l'image, si on l'éclaire, représente la totalité de l'image. Eh bien, nous dit David Bohm, voilà le paradigme, au fond, de la nouvelle physique, de la nouvelle vision de l'univers. Un ordre total, nous dit-il, est contenu implicitement dans chaque région de l'espace et du temps. Dans chaque région, dans chaque point, comme sur cette plaque photographique, dans chaque point de l'univers, vous avez contenu de façon implicite, encore faut-il creuser cet implicite et avoir des outils qui nous permettent de détecter et de déplier cet implicite, eh bien, dans chaque point de l'univers, nous avons implié la totalité de l'univers, à la fois dans l'espace et dans le temps. Donc nous avions un ancien ordre, qui était l'ordre de la physique classique, qui était un ordre mécaniste, cet ordre analytique entre des éléments différents séparés. Nous avons aujourd'hui un nouvel ordre, issu de la physique quantique en particulier, que David Bohm appelle l'ordre implié, implicate order, implié et implicite à la fois, on peut traduire des deux façons, qui est suggéré par l'hologramme. Au fond, la forme
et la structure de l'univers entier sont en quelque sorte enveloppés ou enveloppés. Les traducteurs ont traduit parfois par enveloppé, ce n'est pas une faute de graphie, c'est la traduction, enveloppés à l'intérieur des régions qui sont découpées par nos sens, par notre langage. Parce que on entend beaucoup de sottises sur la vision holiste ou holistique aujourd'hui. Elle n'évacue pas l'approche analytique. Jamais nous pourrons nous dispenser d'une approche analytique. Il faut être très clair à ce sujet. Comment voulez-vous que la science fonctionne si elle ne découpe pas des objets, si elle n'expérimente pas sur des objets découpés, séparés les uns des autres? Au fond, la science fonctionne comme fonctionnent nos sens. Nos sens aussi découpent des éléments. Je vous vois séparés les uns des autres dans cette salle. Je vous montrerai tout à l'heure que vous n'êtes pas du tout, quitte à vous effrayer un peu. Mais nos sens séparent des éléments. Notre langage sépare des éléments. Il est fait de mots séparés les uns des autres. Donc, la science, au fond, ne fait que répercuter ce mode analytique qui existe et qui existera, et dont David Bohm a le mérite de dire que jamais nous ne le dépasserons. Mais en même temps, il faut savoir que cette analyse est, au fond, abstraite et un peu artificielle. Je sépare des éléments, mais je dois garder en mémoire que ces éléments ne sont pas séparés dans la réalité, que dans chacun de ces éléments, la totalité est présente, et que la totalité est enveloppée dans chacun des éléments. Donc le corps, le voilà enfin, ce corps, vous ne l'avez pas vu jusqu'à présent, et plus particulièrement dans ce corps, le cerveau, ce sont des révélateurs qui contiennent l'univers en sa totalité. On dit souvent, je l'ai évoqué tout à l'heure, que la physique quantique insiste sur un principe qui est l'inséparabilité de l'observateur et de l'observé. Je vous ai montré que ce principe est aussi valide dans la théorie de la relativité d'Einstein. Avant la relativité et la physique quantique, nous étions dans ce qu'on pourrait appeler l'illusion objectiviste. L'illusion objectiviste, elle sépare l'observateur et l'observé. Elle sépare le sujet conscient et la réalité objective, comme si cette réalité objective pouvait exister indépendamment du sujet conscient. On sépare le sujet et l'objet. C'est cette vision dualiste qui a été ébranlée par toutes les découvertes de la science du XXe siècle, pas seulement par la physique, par la biologie également, et bien d'autres disciplines. Au fond, toutes les illusions dualistes vont se trouver dénoncées, réfutées les unes après les autres. Et donc, à l'opposition de l'esprit et de la matière, la nouvelle physique substitue une vision qu'on peut appeler moniste. Le monisme, c'est le contraire du dualisme en philosophie. Une vision qui suggère, je cite David Bohm, que si l'on s'enfonçait dans les profondeurs infinies de la matière, on toucherait quelque chose de très proche de ce qu'on atteint dans les profondeurs de l'esprit. C'est troublant, hein? Si on allait au fin fond de la matière, on trouverait quelque chose d'équivalent à ce qu'on pourrait trouver si on allait dans les profondeurs de l'esprit. Autrement dit, vous voyez, c'est un problème de contenant et de contenu. Hein? Est-ce l'univers qui contient ce cerveau que j'ai grossi évidemment démesurément, mais qui est ce petit objet dans l'univers infini, ou est-ce le cerveau qui contient l'univers, l'image du bas de l'écran, l'univers est à l'intérieur de notre cerveau, il n'est pas un objet extérieur indépendant de notre cerveau, nous ne faisons qu'un avec cet univers. Et donc, à cette opposition du corps et du monde extérieur, succède une conception unitaire qu'on appelle aujourd'hui souvent systémique. J'aime pas trop le mot systémique, c'est Edgar Morin qui a vulgarisé, vous le savez sans doute, ce mot. David Bohm préfère la notion de holisme. Hein, systémique, c'est du latin, holisme, c'est du grec, holos, la totalité. Moi, je suis attaché à cette idée d'approche holiste ou holistique de la réalité. La nature ne nous est pas extérieure, les philosophes l'avaient compris, et beaucoup de philosophes l'avaient compris depuis très longtemps. On peut penser à Kant, par exemple, et à quantité d'autres, et même à Descartes. Au fond, la nature n'est pas dehors. Vous-même, en ce moment, vous n'êtes pas dehors. Quitte à vous inquiéter, vous êtes dans mon cerveau.
Est-ce que vous existez dehors? Vous seul le savez, mais peut-être que vous n'existez pas. C'est l'argument solipsiste chez Descartes. Et si je vous avais inventé? Et si vous étiez parti de mon rêve? Alors, ne délirons pas. Mais en tout cas, vous n'êtes pas en ce moment une réalité extérieure. Vous êtes dans ma tête et vous êtes dans mon cerveau. Donc, la nature n'est pas extérieure, en aucune façon. Elle est bien à l'intérieur de notre corps, elle est bien à l'intérieur de notre cerveau, elle est d'une certaine manière construite par le corps et par le cerveau. Il en est de même des objets techniques, des objets de la civilisation. Les objets de la civilisation, les objets que l'homme a produits au cours de son histoire, on pourrait considérer, au fond, ce sont des projections successives de significations qui sont d'abord impliées ou implicites dans le corps et dans le cerveau. Je cite une phrase un petit peu complexe, mais je ne peux pas ne pas la citer. David Bohm écrit « La plus grande partie de l'environnement dans lequel nous vivons peut être considérée comme le résultat somatique du sens que les objets matériels ont eu aux yeux des hommes au cours des âges. Par extension, on peut considérer que même notre rapport à la nature et au cosmos découle de ce qu'il signifie pour nous. Toute la nature, y compris notre civilisation qui en est issue, et qui est encore une partie de la nature, bien sûr, toute est nature, toute la nature est un mouvement à la fois soma signifiant et signa somatique. Alors, c'est un peu compliqué, mais retenez au moins pour l'instant ces deux éléments. Ce mouvement de la réalité, entre guillemets, on peut le considérer comme soma signifiant, c'est-à-dire c'est le corps qui produit les significations qu'il va ensuite projeter sur ce qu'il croit être à l'extérieur de lui, ou bien signa somatique, c'est ce sens qu'il croit découvrir en dehors de lui, qu'il va incorporer dans son corps. Il est regrettable que la science, qui s'était approchée de ces idées dès le XIXe siècle, ait creusé un fossé entre le corps et le monde. La notion d'ordre implié nous invite à combler ce fossé, à inverser la démarche de la biologie, par exemple, de Descartes, la biologie mécaniste, le corps-machine de Descartes. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est plutôt la physique qui emprunte ces catégories, certaines de ces catégories à la biologie. Un très bel exemple, c'est la respiration. Le vivant et l'inanimé, qu'on sépare de façon dualiste, ne sont-ils pas les variations d'un même ordre? Alors, je cite une formule que je vais commenter dans quelques instants, qui est essentielle, qu'on trouve dans La plénitude de l'univers. Une molécule de dioxyde de carbone qui traverse la limite d'une cellule dans une feuille. Remplaçons la feuille par les poumons, parce que c'est plus utile pour moi dans quelques instants. Donc, qui traverse la limite d'une cellule de vos poumons, ne devient pas brusquement vivante. Et une molécule d'oxygène ne meurt pas non plus brusquement lorsqu'elle est relâchée dans l'atmosphère. La vie est en quelque sorte implicite dans ce que nous appelons généralement une situation sans vie. Tout à l'heure, j'ironisais en disant que vous n'êtes pas séparés les uns des autres. Depuis le début de cette conférence, j'ai expiré vous aussi. Je préfère partir de moi parce que c'est plus simple pour l'explication. Depuis le début de cette conférence, j'ai expiré des millions d'atomes. Je vois que certains me regardent un peu inquiets en période de Covid, et je suis désolé, je n'ai pas pu faire autrement, un masque ne l'aurait pas empêché. J'ai expiré des millions d'atomes d'hydrogène, d'oxygène, de gaz carbonique. Ces atomes, d'où viennent-ils? Ils étaient dans mon corps. Ils étaient dans mes cellules avant de passer par les poumons et par l'expiration. S'ils étaient dans mes cellules, ils étaient vivants, parce que si aucun des atomes de mes cellules n'est vivant, je suis un cadavre. Il faut bien que ces atomes de mes cellules soient vivants et composent les cellules vivantes de mon corps vivant. On est bien d'accord. Donc ces atomes étaient vivants dans mon corps, je les expire, dans l'espace de cette salle, ils ne sont plus vivants, on va dire qu'ils sont morts, ils sont inanimés. Je vais vous inquiéter encore plus. Vous les avez inspirés, tant pis pour vous.
Ils ont gagné vos poumons, et puis par le biais du sang, ils ont gagné vos cellules, et ils font partie maintenant de vos cellules vivantes. D'accord? Des atomes vivants de mon corps, devenus non vivants dans l'espace, sont devenus les atomes vivants de vos cellules. Et réciproquement. Vous voyez, l'idée de séparation déjà qui en prend un coup ici. Hein. Nous avons échangé des millions d'atomes depuis le début de cette conférence. Au fond, le corps vivant, c'est ce qui développe, ce qui est implié dans la matière non vivante. Le corps humain, c'est un holographe, on revient à cette image, à ce modèle, qui révèle de plus en plus nettement ce que recèle l'ordre implié. Au dualisme de l'esprit et de la matière, il convient donc de substituer une nouvelle approche dont l'œuvre de David Bohm jette les bases. Alors venons-en à quelque chose peut-être d'un peu plus simple et à une meilleure, une image plus éclairante. Comment comprendre de la façon la plus simple ce qu'est un ordre implié? Le plus bel exemple, c'est l'écoute de la musique. Écouter de la musique, c'est pénétrer un ordre implié. C'est la présence du tout musical, du tout individu musical, qui fait que la musique est musique. Si j'adopte une acoustique mécaniste, je vais séparer les éléments musicaux les uns des autres. Il y a une note qui a été remplacée par une autre note. Quand elle est remplacée par une autre note, la note d'avant a disparu, et ainsi de suite. On est d'accord. Mais alors il n'y a plus de musique. Où est la musique? Pour qu'il y ait musique, il faut qu'il y ait persistance de tous les sons entendus depuis le début de l'écoute musicale jusqu'à la fin de l'écoute musicale. Cet appel à la musique, il est commun à Nietzsche, que nous retrouvons maintenant pour la première fois dans notre conférence, et à David Bohm. L'ordre profond de la nature, Nietzsche l'appelle dionysiaque, je n'ai pas le temps d'expliquer ici pourquoi, peu importe. David Bohm l'appelle implié, et cet ordre profond, il se reflète dans un ordre superficiel que Nietzsche appelle apollinien, que David Bohm appelle sensoriel la plupart du temps, qui n'en est que l'expression. L'un des premiers, et c'est pour ça que vous avez son image peinte sur l'écran, qui a entrevu ce que signifiait la temporalité de la musique, c'est Saint Augustin au 5e siècle. Il y a dans les Confessions de Saint Augustin un magnifique texte où Saint Augustin nous dit: quand je commence à écouter de la musique, j'anticipe sur les notes que je vais entendre. Au milieu du morceau musical, j'ai en mémoire la totalité de ce que j'ai entendu et l'attente de tout ce qui va surgir, et à la fin, j'ai la mémoire de tout ce que j'ai entendu. Autrement dit, Saint Augustin, qui est le premier grand philosophe du temps, nous fait comprendre qu'écouter de la musique, c'est vivre une temporalité qui n'est pas du tout la temporalité de la succession des instants, hein, ce temps mystérieux, dit Saint Augustin. Si vous me demandez ce qu'il est, je ne sais plus. Si vous ne demandez pas, je sais. Si vous me demandez ce qu'il est, je ne sais plus. Bien. Donc Saint Augustin est l'un des premiers à percevoir ce qui est enregistré au fond à l'intérieur du cellule du cerveau, une sorte de mémoire, et cette mémoire, c'est une partie de la mémoire de la matière en général. Et donc c'est toute la métaphysique dualiste qui va se trouver congédiée. David Bohm, dans ses derniers travaux, parlait de soma-signification. Il nous indiquait dans quelle direction il nous faut cheminer. Au fond, affirmer que le corps et la matière en général, l'univers même en général, est implié dans l'esprit, c'est légitime, bien sûr, je vous l'ai montré. Mais c'est un peu dangereux parce que ça risque de nous reconduire vers la vieille métaphysique. Et donc il faut préférer peut-être l'affirmation symétrique selon laquelle le corps contient l'esprit. C'est sans doute préférable. Quand il écrit La plénitude de l'univers, David Bohm semble considérer à peu près équivalentes les deux affirmations. Pour preuve, cette formule que je cite: dans l'ordre implié, nous devons dire que l'esprit enveloppe la matière en général, et donc le corps en particulier, de façon similaire, donc la réciproque.
le corps n'enveloppe pas seulement l'esprit, mais aussi, dans un certain sens, l'univers matériel entier. Donc, les deux formules semblaient, à David Bohm, presque équivalentes. Hein. L'esprit enveloppe le corps enveloppe l'esprit. Quelques années plus tard, la pensée de David Bohm a évolué. Et en particulier dans ce merveilleux ouvrage, un de ses tout derniers, Unfolding Meaning, c'est la retranscription d'un séminaire que David Bohm a tenu en Angleterre avec des personnalités éminentes, des physiciens, des philosophes. C'est un très très beau livre, malheureusement devenu introuvable. Je l'avais dans ma bibliothèque. Comme bien des livres de ma bibliothèque, j'ai eu la faiblesse de le prêter à quelqu'un qui ne me l'a pas rendu. C'est pour ça que je ne prête plus mes livres aujourd'hui, ne me les demandez pas. J'ai pu le retrouver par miracle sur Internet en occasion. C'est un livre absolument remarquable. Unfolding Meaning a été traduit en français par La danse de l'esprit. Et on dira, il n'y a pas grand-chose à voir entre les deux titres. Et au fond aussi, le traducteur a été remarquablement inspiré. Il a été remarquablement inspiré, je vais vous montrer dans quelques instants pourquoi. En fait, dans ce livre, on s'aperçoit que ces deux notions qui étaient équivalentes, soma, signification, signa, somatique, eh bien, ne sont plus équivalentes. Au centre de l'ouvrage, on a la notion de soma, signification, c'est-à-dire un privilège accordé au corps. Un privilège accordé au corps sur l'esprit, au corps, entendu bien sûr dans un sens, vous l'avez deviné, un peu particulier. Et ça rapproche encore davantage David Bohm de Nietzsche, comme nous le verrons dans la seconde étape de notre propos. Le philosophe et le physicien ont en commun cet appel au paradigme musical. Mais il y a un nouveau rapprochement entre les deux qui est la danse. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce titre, La danse de l'esprit. Bon, ce n'est pas l'équivalent du titre anglais, mais c'est un titre intelligent. Chez Nietzsche, la danse est très présente. La danse, c'est le symbole pour Nietzsche de l'absence de sérieux, de l'absence de lourdeur. C'est la fin de l'esprit de lourdeur. Nietzsche a une admiration sans borne pour cette légèreté de la danse, et il voudrait que nous allions vers cette même légèreté mentale dans la vie de tous les jours. Eh bien, chez David Bohm, la relation au monde est de l'ordre de la danse. La vraie relation, si nous sommes reliés au monde de telle façon que nous laissons le monde évoluer en nous, se signifier en nous, si nous laissons l'harmonie du tout s'exprimer en nous, elle est impliée en nous, si nous savons la déplier, eh bien, nous allons avoir une attitude, au fond, légère et dansante, très proche de ce que Nietzsche a développé dans sa philosophie. C'est au fond le corps signifiant qu'il convient d'écouter en l'accomplissant, parce qu'il n'existe pas au départ, et tout est mouvement, vous l'avez compris, tout est création d'une certaine manière. Donc, nous écoutons cet univers contenu dans nos cerveaux, nous l'écoutons, nous l'accomplissons en même temps, et de cette manière-là, nous sortons du dualisme qui a ouvert la voie au nihilisme, j'y reviendrai dans quelques instants. Il est temps d'en venir à Nietzsche et à cette inversion nietzschéenne, l'univers dans le corps. Mais avant d'en revenir à Nietzsche, nous allons opérer un petit retour en arrière. Ce que Nietzsche nous propose, c'est de substituer le temps à l'espace, comme nous l'avons vu et comme l'indique le titre de cette conférence. Pour la science classique, pour la science galiléenne, pour la philosophie de Descartes, qui est la philosophie de cette science galiléenne, qu'est-ce que le corps? Nous l'avons dit d'entrée de jeu, c'est une parcelle infinitésimale au sein de l'univers. Au XVIIe siècle, vous avez deux immenses philosophes qu'on oppose très souvent à propos de leur vision de l'humanité ou de la civilisation. Ce sont Descartes et Pascal. Je n'ai pas mis les noms parce que vous les avez tous reconnus, bien évidemment. Les historiens de la philosophie ont l'habitude d'opposer le tragique de Pascal, le scepticisme de Pascal. Pascal nous égare, vous le savez, entre les deux infinis,
l'infiniment grand, l'infiniment petit, pour nous proposer ensuite son fameux pari. Pascal veut nous convertir d'une certaine manière. Donc on oppose ce scepticisme de Pascal à l'optimisme qu'on peut appeler prométhéen de Descartes. Descartes, vous le savez, la formule est célébrissime, nous permet promet de devenir, comme maître et possesseur de la nature. Donc effectivement, le contraste semble saisissant. Mais s'agissant du corps, les frères ennemis se retrouvent étonnamment proches l'un de l'autre. Pascal égare la poussière du corps entre les deux infinis. Descartes noie la matière corporelle dans l'immensité de l'étendue de ce qu'il appelle en latin la res extensa. Chez les deux philosophes, le corps perd toute valeur et tout intérêt. Il faut donc attendre le XIXe siècle, il faut attendre la philosophie de Nietzsche pour que l'on assiste à une réévaluation radicale du corps. Alors vous pourriez peut-être m'objecter qu'il a existé avant Nietzsche une certaine réévaluation du corps chez des philosophes qu'on appelle matérialistes. Il y en a eu au XVIIIe siècle, Diderot, on va classer parmi ces philosophes plus ou moins matérialistes, mais Diderot est tellement compliqué qu'on n'est pas sûr qu'il soit vraiment matérialiste. Mais en tout cas, il y a eu au XVIIIe et ensuite au XIXe siècle des philosophes matérialistes. Oui, mais ces philosophes matérialistes, en fait, sont restés prisonniers de la vieille métaphysique. Ils ont simplement inversé la hiérarchie. L'idéalisme philosophique mettait l'esprit au-dessus du corps, les matérialistes mettent le corps au-dessus de l'esprit. Mais ils sont dans l'ancien schéma. C'est pas du tout ce que Nietzsche a fait, nous allons le montrer. Il faut donc attendre Nietzsche pour qu'on assiste à une véritable réhabilitation du corps. Si je l'observe du point de vue du temps, du devenir, le corps n'est plus cet atome méprisable, cette poussière ridicule, il devient un corps transfiguré, il devient un corps transfiguré dans un monde lui-même transfiguré. Nietzsche utilise souvent la métaphore de l'araignée de sa toile. Nous sommes un peu comme des araignées qui tissons une toile et nous ne captons que ce qui veut bien se laisser prendre dans cette toile. Là encore, il n'y a pas de monde en soi. La nature, c'est ce que nous avons pris d'époque en époque dans les mailles de notre toile. Eh bien, la science nous a permis d'élargir cette toile. Nous captons aujourd'hui une richesse infinie, inouïe, un panorama grandiose. Et du même coup, la tentation qui existait dans l'ancien monde d'imaginer un au-delà, d'imaginer une éternité par-delà le monde sensible, devient un peu ridicule. Il y a un auteur qui avait anticipé cela, c'est Shakespeare. Il n'est pas le seul, peut-être que certains grands Italiens de la Renaissance, Giordano Bruno ou quelques autres, avaient déjà été dans cette direction. Que fait dire Shakespeare à Hamlet? S'il y a des anglicistes distingués parmi vous, ils repéreront dans cette phrase une grave faute de grammaire. Non, c'est la langue de l'époque de Shakespeare, il n'y a pas de faute. There are more things in heaven and earth, Horatio, than are think of in your philosophy. Il y a plus de choses au ciel et sur terre, Horatio, que tu n'en peux rêver ou qu'il n'en a été rêvé dans ta philosophie. Donc l'univers est plus vaste encore que tout ce que je peux imaginer. Il contient tout ce que je peux imaginer et bien au-delà de ce que je peux imaginer. Et donc du même coup, si cet univers a cette immensité et cette richesse, pourquoi aller chercher en dehors de l'univers quelque chose, alors que je n'aurai jamais assez de temps pour épuiser cette richesse de l'univers? Donc la science a redonné au monde, au fond, son infinité. Nietzsche congédie l'astronomie classique, celle de Newton, au fond. Il est passionné, et les commentateurs ont souvent oublié, par les sciences de son temps, qu'il connaît remarquablement. Et donc, il va s'appuyer sur une partie de la science du XIXe siècle pour réinventer, en quelque sorte, le devenir. Le monde nous est redevenu infini, une fois de plus, écrit-il. Pourquoi redevenu? Parce que cette idée d'un univers infini, elle a déjà fait époque dans l'histoire. Peut-être en Orient, mais Nietzsche connaît moyennement la pensée orientale, même s'il a quelques lueurs, mais en tout cas chez les Grecs.
chez les Grecs d'avant Socrate, chez ces présocratiques que Nietzsche admire, sur lesquels il a écrit ses premières années de philosophie. Eh bien, les présocratiques, ceux qu'on appelle les présocratiques, étaient convaincus de l'infinité de l'univers, du fait que l'univers est infini dans l'espace et dans le temps, qu'il n'a jamais commencé, qu'il ne finira jamais et qu'il se répète infiniment, ce qui va mettre Nietzsche sur la voie, c'est un des éléments qui le mettra sur la voie du retour éternel. La science libère de nous, en arrière de nous, l'immensité de la préhistoire, l'immensité des temps archaïques. Le darwinisme en particulier ouvre cette immensité, mais ouvre symétriquement le futur. Au fond, quel est le raisonnement? Si quelques milliards d'années ont permis de passer de l'être monocellulaire jusqu'à l'humain, comment ne pas supposer un développement équivalent dans le futur, si nous n'avons pas évidemment la sottise de nous éliminer de la planète et de détruire la vie? Comment ne pas imaginer un développement équivalent dans l'avenir? Comment ne pas imaginer un développement qui nous conduirait de l'humain actuel à quelque chose qui serait aussi éloigné de l'humain actuel que l'humain actuel est éloigné de l'être monocellulaire apparu il y a 4 milliards et demi d'années? Est-ce que nous n'avons pas en nous implié, comme dirait David Bohm, une sorte de surhomme, même si le terme est peut-être maladroit, qui serait tel, Nietzsche a cru voir ce surhomme, à un moment donné, le Zarathustra en est la trace, et Nietzsche dit dans le Zarathustra que regarder du point de vue du surhumain, l'homme actuel déclenchera un éclat de rire ou une honte qui fait mal. Bon. Autrement dit, c'est la science qui ouvre ainsi, qui dilate ainsi le temps en direction du passé, en direction de l'avenir. Au fond, le corps de l'homme actuel contient implié, j'emploie le langage de David Bohm pour commenter les textes de Nietzsche, le corps de l'homme actuel contient implié tous les possibles d'où pourrait surgir ce que Nietzsche appelle, encore une fois, peut-être maladroitement, le surhumain. Mais en fait, il faut y insister, et Nietzsche est l'un des premiers à le remarquer, la science est travaillée, déchirée par une grande tension. D'un côté, la science alimente un matérialisme un peu étriqué. Elle rétrécit au fond le temps humain, surtout par ses applications technologiques. Un monde scientifique est un monde qui a tendance à rétrécir notre horizon à notre vie individuelle. Au fond, la science contribue d'une certaine manière à rétrécir, à rapetisser l'être humain. Et là, je cite une phrase qui est très peu citée par les commentateurs de Nietzsche, pour une raison très simple, c'est que le commentateur de Nietzsche fonctionne de la façon suivante, et je me permets de les dénoncer, comme je l'ai toujours fait. Ils confondent Nietzsche avec un supermarché. Ils vont faire leur marché chez Nietzsche. Tiens, cette phrase, elle me plaît. En cela, elle ne me plaît pas. Ils font leur marché chez Nietzsche, ensuite ils nous proposent une interprétation du Nietzsche qu'ils ont construit dans leur supermarché. Moi, j'ai la prétention d'avoir intégré la totalité du corpus nietzschéen, et je prétends qu'une interprétation convenable et sérieuse de Nietzsche doit prendre en totalité la totalité des phrases que nous a laissées Friedrich Nietzsche. Sinon, on n'est pas dans l'interprétation. Voilà cette citation qui je suis le seul à citer cette formule. À ma connaissance, je n'ai pas tout lu, hein, il y a des milliers de livres, je n'ai jamais trouvé nulle part. Un désavantage essentiel que comporte l'abolition des perspectives métaphysiques, c'est que l'individu restreint son horizon à sa brève existence. C'est troublant, cette phrase. Si je n'avais pas dit qu'elle était de Nietzsche, vous n'auriez jamais deviné. Nietzsche est en train de me dire, au fond, c'est quoi l'abolition des perspectives métaphysiques? C'est l'abolition de la vision mythologique, c'est l'écroulement des religions, c'est ce qu'il appelle la mort de Dieu dans le Gai Savoir. Eh bien, il y a un désavantage. Et effectivement, si je lis le fameux texte du Gai Savoir, paragraphe 125, Dieu est mort, je m'aperçois que c'est un texte angoissé. C'est pas chic, Dieu est mort, on va s'éclater. Non.
Ça veut dire qu'effectivement, il y a un prix à payer très très lourd. Est-ce que nous serons à la hauteur de ce meurtre de Dieu, au fond, que nous avons commis? Donc, cette science, elle a un effet pervers. Mais en même temps, il ne s'agit pas, chez Nietzsche, d'avoir la nostalgie, évidemment, de l'ancien monde et de l'ancienne religion et de l'ancienne mythologie. En même temps, d'un autre côté, cette même science ouvre notre regard sur l'infini, l'infini du devenir, nous l'avons dit. Elle impose une nouvelle échelle temporelle, elle dessine un panorama grandiose. Elle nous permet, je cite Nietzsche, d'acquérir un regard qui embrasse des millénaires. C'est la science qui nous permet cela. Il n'y a que la science qui nous permet d'acquérir un regard qui embrasse des millénaires. La physique, l'astrophysique, la biologie. Cette intuition, Nietzsche l'a eue très tôt. Dès ses premiers écrits, à 18 ans, il écrit un texte étonnant, Fatum et Histoire, qui, précisément, établit ce lien entre l'individu et l'infinité du temps. À la même époque, il y a un fragment qu'on trouve dans l'œuvre posthume extrêmement intéressant. Je remets sur l'écran l'image déjà projetée tout à l'heure. Il compare le corps à une œuvre d'art. Voilà ce qu'il écrit. L'œuvre d'art et l'individu sont une répétition du processus originaire dont le monde est sorti. En quelque sorte, une boucle de vague dans la vague. Ein Wellenring in der Welle. Vous constatez que le corps et l'œuvre d'art sont, pour ainsi dire, cosmologisés. Le corps est œuvre d'art, l'œuvre d'art est organique. Le corps et l'œuvre d'art sont des microcosmes qui expriment différemment le même jeu créateur. Et donc il y a autant de réalité dans le corps que dans l'univers en sa totalité. Le corps se manifeste comme point culminant d'un jeu cosmique, d'une infinie durée. Le contenant et le contenu s'inversent, d'où l'image projetée sur l'écran. Ils inversent la signification. La petitesse du corps ne veut plus rien dire. La façon dont le corps concentre en lui un hasard infini signifie tout. Mais il y a un obstacle à surmonter, difficile, que je vais vous inviter à surmonter avec moi pour tirer le bénéfice de ce que je suis en train de vous dire. Il faut pour cela surmonter ce que j'appellerais les pièges de l'individualité. Nous avons tous tendance à confondre, au fond, le corps vivant et l'individu. Qu'est-ce que l'individu? L'individu, c'est le dernier terme indivisible d'une division. C'est le terme d'une série d'opérations de découpage. Je découpe au sein du genre, qui est une abstraction. Personne n'a jamais vu le genre humain. Je découpe à l'intérieur du genre, je découpe, je vais découvrir les peuples, les groupes, les Toulonnais, la famille, et vous et moi, les individus. Bien. C'est un découpage. Je vous le fais remarquer au passage, je suis étonné que si peu de philosophes ont fait cette remarque, ou alors c'est que je ne les ai pas suffisamment lus, ce qui est possible. Je vous signale que individu, c'est exactement le même mot que atome. On est d'accord? Atome, c'est du grec, atomos, un, c'est câble, individu, c'est du latin, individuum, indivisible. Atome, c'est le même mot qu'individu, individu, c'est le même mot que atome. Donc ne nous étonnons pas qu'une civilisation qui est choisie comme modèle d'appréhension de la réalité, cette approche atomistique, analytique dont nous avons parlé, soit aussi une civilisation qui est cheminée vers un individualisme radical, vers un individualisme que certains appellent aujourd'hui narcissique. L'individu aujourd'hui est le centre de tout, il est le centre du monde, il pense avoir tous les droits. Nietzsche nous avait averti très tôt, en 1871, avant même sa première œuvre, La naissance de la tragédie. Voilà ce qu'il écrit en 1871. Erreur grossière de prendre l'individualité éternelle comme quelque chose de tout à fait isolé. Ces retentissements se prolongent à l'infini, tout comme elle est le résultat d'innombrables générations. On est étonné quand on lit ces phrases, on s'aperçoit que Nietzsche, au fond, avait, je dirais, des convictions fondamentales de sa philosophie très tôt, dès le début des années 1870.
Que de contresens aurait été évité si on avait pris au sérieux ce type de phrase. Alors cet individu, comment s'est-il décliné? Vous le savez, je vais très vite. L'individu, ça a été l'âme de Platon, ça a été l'âme chrétienne, pensée par les théologiens, ça a été le cogito, l'ego cogito de Descartes, ça a été l'atome signataire, le citoyen signataire du contrat social de Rousseau. Bref, cet individu, c'est une idole. C'est une idole parmi les idoles. C'est une croyance qui s'insère dans cette configuration que Nietzsche dénonce, dont il annonce le déclin, dont il annonce la mort, qui est la vieille métaphysique, qui est le vieux dualisme. Cette idole, c'est celle qui va survivre le plus longtemps à ce que Nietzsche appelle la mort de Dieu. Nietzsche dit Dieu est mort, mais les ombres de Dieu vont se manifester pendant des siècles encore. Et bien, parmi ces ombres de Dieu, il y a l'individu. Moi, je distingue, écrit Nietzsche en 1881, les imaginaires individus, c'est-à-dire une fiction, et les vrais systèmes de vie. Chacun de nous en est un. On les confond l'un dans l'autre alors que l'individu n'est qu'une somme de sensations conscientes, de jugements et d'erreurs, une croyance, un petit morceau du vrai système de vie. Nietzsche, sur ce plan, est proche du bouddhisme et peut-être du bouddhisme zen. J'aime beaucoup cette belle phrase d'un moine zen, Muso Soseki. J'ai jeté cette toute petite chose qu'on appelle moi, et je suis devenu le monde immense. Je suis persuadé que Nietzsche aurait apprécié cette phrase. Dépassement des pièges de l'individualité et ouverture à quelque chose de tout à fait autre et de beaucoup plus profond. C'est un des rares points, ce rapport de Nietzsche au bouddhisme, avec lequel j'étais en désaccord avec un philosophe que j'ai bien connu, auquel je voudrais rendre un instant hommage, qui est mon ami Marcel Conche. Vous avez tous appris la disparition de Marcel Conche, qui est mort quelques semaines de ses 100 ans. Marcel Conche, j'étais d'accord avec lui sur bien des plans, mais on était en désaccord profond sur le bouddhisme. Il a écrit un livre qui s'appelle Nietzsche et le bouddhisme. Il essaye de montrer que Nietzsche est aux antipodes du bouddhisme. Je ne suis pas du tout d'accord. On en a souvent discuté avec le regretté Marcel Conche. Je pense que Nietzsche est très proche du bouddhisme sur bien des plans. Alors, supposons ensemble qu'on soit capable de surmonter ce que j'ai appelé les pièges de l'individualité. Qu'allons-nous découvrir dans notre corps? Si l'on purifie notre regard de la vieille métaphysique, qu'est-ce qu'on va découvrir, impliquer dans notre corps? J'ai envie de répondre tout simplement l'éternité. Alors la formule est peut-être un peu provocante, mais je la maintiens. Tout simplement l'éternité. Dans notre corps se trouve impliquée l'éternité de la nature, l'éternité du cosmos que notre corps renferme. On revient à cette image. L'infinité du passé dont notre corps est l'aboutissement. Il a fallu des milliards d'années pour que dans la nature apparaissent ce corps et ce cerveau. Et l'infinité à venir, qui va dérouler sa trame à partir de lui. Ceci peut éclairer, ce que je viens de dire, peut éclairer la citation initiale, le fil d'Ariane que je vous avais donné, qui était peut-être difficile à comprendre. Moi-même, j'appartiens aux causes du retour éternel. L'infinité que contient mon corps, non seulement l'infinité de ceux qui me succéderont, à travers la descendance biologique, mais d'une certaine manière, l'infinité de l'univers qui se développera à partir du moment présent. Seul le corps, en fait, peut combler, ça peut paraître étrange de dire cela de cette façon-là, mais quand on allume Nietzsche, ça paraît tout à fait évident. Seul le corps peut combler notre désir d'éternité. En 1881, quelques semaines après avoir eu la vision du retour éternel, Nietzsche écrit « Imprimons à notre vie l'image de l'éternité ». Il se donne en quelque sorte un ordre. Il nous donne un ordre. Cette pensée contient davantage que toutes les religions qui méprisent cette vie-ci en tant que fugitive et qui nous ont appris à élever nos regards vers une incertaine autre vie.
écouter et ressentir l'éternité dans le corps, au fond, c'est le programme que propose Nietzsche à tous ceux qui refusent ce qu'il appelle le nihilisme. On trouve des formules très belles et qu'on considère trop souvent comme simplement poétiques ou métaphoriques. Par exemple, dans Le Gai Savoir, Nietzsche s'adresse à celui, je cite, qui regarde au-dedans de lui-même comme à l'intérieur d'un immense univers et qui porte en soi des voies lactées. Ou bien dans le Zarathustra, il dit « Nous avons en nous un chaos qui pourrait un jour enfanter une étoile qui danse ». Je reproche à beaucoup de commentateurs de Nietzsche de n'avoir vu chez Nietzsche que des métaphores ou que de la poésie. Certes, il y a des métaphores et de la poésie chez Nietzsche, mais il n'y a pas que des métaphores. Je me suis évertué de Nietzsche, et je vous invite à le faire, je me suis évertué à lire Nietzsche au premier degré. Très souvent, quand on lit Nietzsche au premier degré, on découvre des choses assez extraordinaires. Si on élimine l'idée qu'il s'agit simplement de belles images ou de belles métaphores, si on lit Nietzsche au premier degré, tout simplement, eh bien on découvre des ouvertures extraordinaires. Beaucoup de formules de Nietzsche doivent être lues au premier degré. L'univers est hasard, dit Nietzsche, c'est un jeu infini, c'est un jeu sans but qui se répète éternellement, et dans ce jeu sans commencement ni fin, le corps, ce corps que la métaphysique nous a appris à mépriser, et à sa suite, et avec elle le christianisme, eh bien ce corps rassemble en lui le passé et l'avenir. Vous avez une magnifique formule dans les cahiers non publiés. Le corps est le fait le plus complexe du monde, le suprême hasard. Formule sublime. Il faudrait beaucoup de temps pour commenter et tirer tout le bénéfice d'une formule comme celle-là. Mais le fait le plus complexe, le corps est plus complexe. On dit souvent, les biologistes vous disent qu'il y a plus de neurones dans le cerveau que d'atomes dans l'univers. Bon, c'est une façon peut-être un peu simplette d'approcher cette complexité, mais c'est un certain éclairage au fond sur cette complexité. Rien n'est plus complexe que le cerveau d'un être humain. Et c'est le suprême hasard. Donc le corps cesse d'être un atome dans l'espace infini, c'est au contraire l'infinité spatio-temporelle qui se rassemble dans cette merveilleuse complexité. Alors il est temps de conclure, avant que je vous lasse. Je vais essayer de vous montrer que nous ne sommes pas des poussières d'étoiles. Vaste programme. Beaucoup de physiciens, beaucoup d'astrophysiciens, dans la seconde moitié du XXe siècle, semblent donner raison à Nietzsche, aller dans le sens de Nietzsche. C'est le cas d'un des plus talentueux de ces vulgarisateurs de l'astrophysique, qui est Hubert Reeves. J'ai bien entendu, comme vous, je pense, un grand respect pour Hubert Reeves. C'était un personnage délicieux en même temps, très fatigué aujourd'hui. Je voulais l'inviter à la gare il y a 2-3 ans, mais il n'a pas pu nous rejoindre. Lorsque Hubert Reeves fait remonter notre généalogie à l'instant du Big Bang, il semble se rapprocher de Nietzsche. Il semble apporter à Nietzsche la caution de l'astrophysique. Je cite ces mots de Patience dans l'azur, qui est un des beaux livres d'Hubert Reeves. L'homme descend du primate, descend avec des guillemets. Chaque fois que le descend apparaît dans le texte, il y a des guillemets. L'homme descend du primate, le primate descend de la molécule. La molécule descend de l'atome. L'atome descend du quark. Nous avons été engendrés dans l'explosion initiale, au cœur des étoiles et dans l'immensité des espaces intersidéraux. Très belle formule. On est tenté de dire, voilà, on est chez Nietzsche là. De même, quand il affirme que nous sommes des poussières d'étoiles, c'est une de ses formules les plus célèbres, c'est le titre d'un de ses beaux ouvrages, Hubert Reeves renoue apparemment cette alliance entre le corps et l'univers qui est omniprésente dans la pensée de Nietzsche. Oui, mais en réalité, quoi de moins nietzschéen que cette expression à connotation biblique? La poussière, ça nous vient en droite ligne de l'Ancien Testament. À résonance pascalienne. On a vu ça préalablement dans la conférence.
Faire de l'homme une poussière d'étoiles, est-ce que ce n'est pas d'évaluer une fois de plus le corps? Est-ce que ce n'est pas substituer à la poussière finale de la vie vaniteuse, la poussière initiale de la purée cosmique? Il me semble qu'Hubert Reeves, malgré tout le respect que je lui dois, ressuscite un regard spatialisant, une vision atomistique qui noie le corps dans l'immensité cosmique. Aux métaphores d'Hubert Reeves, je préfère personnellement ces belles formules d'Alexandre Caldas. Je ne sais pas si vous connaissez Alexandre Caldas, c'est un de mes chouchous. C'est quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans un ashram de l'Inde et qui nous a laissé un livre merveilleux qui s'appelle Dieu de Dieu. J'en parlerai à Sanary au mois d'avril dans une autre conférence. Notre généalogie ne s'arrête pas à la naissance de la Terre. Vous avez un extrait de la formule, je cite le texte entier. Notre généalogie ne s'arrête pas à la naissance de la Terre, ni même à celle de notre système solaire ou de la Voie lactée. Elle remonte à ce qu'on appelle aujourd'hui purée cosmique, après l'avoir nommé chaos. Elle remonte jusqu'au Big Bang et avant. Et tout cela est en nous comprimé, résumé, inconscient ou supraconscient et actif. Tout cela, en définitive, est nous. Où commençons-nous alors et où est notre fin? Donc je préfère cette formule de Caldas au texte d'Hubert Reeves préalablement cité. Ou bien je préfère un vieux poème soufi. Vous savez que le soufisme, c'est ce courant spiritualiste de l'islam. Ce poème soufi est cité par Alexandre Caldas. Quand j'étais pierre, j'ai donc symbolisé ce poème par ce petit schéma. Quand j'étais pierre, je suis mort et je suis devenu plante. Quand j'étais plante, je suis mort et je suis parvenu au rang d'animal. Quand j'étais animal, je suis mort et j'ai atteint l'âge d'homme. Pourquoi aurais-je peur? Quand ai-je perdu quelque chose en mourant? Très beau texte. Mais à ces belles formules de Caldas ou de ce poème soufi, vous me permettrez de préférer les écrits de Nietzsche. C'est Nietzsche qu'il faut lire et relire. C'est sur sa pensée qu'il faut prendre appui. Et en particulier, et ce sera mon dernier mot, prendre appui sur Nietzsche pour s'opposer à la catastrophe qui nous menace, au délire des apprentis sorciers de la biologie, au fantasme manipulatoire de nos biologistes transhumanistes. On croit naïvement que le corps revient en force avec le transhumanisme. Non, le transhumanisme veut court-circuiter ce corps produit de milliards d'années d'évolution. Il a l'orgueil fou de vouloir créer un nouveau corps, un corps meilleur, un corps plus parfait. Ce transhumanisme, on le sait trop peu, et on le dit trop peu, il est lié à un courant gnostique très présent dans l'université américaine. Ce courant, je résume en quelques mots sa doctrine et sa certitude, la nature est mauvaise. Dieu a raté son coup. En fait, Dieu n'est pas le vrai Dieu. Hein. C'est les cathares qui avaient dit ça, et ces gnostiques disent la même chose. Il y a un faux Dieu qui a créé le monde pourri dans lequel nous sommes. Et donc il faut remplacer ce monde pourri par un vrai monde, sérieux, en le reliant à l'intelligence supérieure. C'est le délire des transhumanistes. Eh bien, le rempart, et j'ai écrit un article à ce sujet il y a bien des années, le rempart contre les délires des apprentis sorciers de la biologie, contre les délires des transhumanistes, il s'appelle Friedrich Nietzsche. Merci de m'avoir écouté avec autant d'attention.